Donc, on va vous présenter avec Xavier les deux réseaux nationaux, donc à la fois des observations de mesures au niveau de la mer et des états de la mer. La coordination nationale REFMAR, donc ça vient du fait que le CHOM est le référent national pour l'observation in situ au niveau de la mer. Alors le CHOM opère un réseau de marégraphes qui s'appelle le réseau RONIM, avec 50 marégraphes, et également il y a tout un tas d'organismes et d'instituts qui produisent également, qui réalisent des observations au niveau de la mer. Et dans le cadre de ce rôle de référent confié par le SGMR, eh bien, on coordonne les activités. Donc vous voyez, c'est aussi bien en métropole que dans les territoires d'outre-mer. Donc il y a deux spécificités sur les activités REFMAR. On a la diffusion des données qui se passe sur le portail de l'information maritime sur data.chom.fr, et puis on a un site éditorial qui s'appelle refmar.chom.fr qui a été refait il y a une semaine. Donc c'est tout récent, et donc là vous avez les contenus éditoriaux et puis toutes les normes, procédures sur les méthodologies pour l'observation au niveau de la mer ainsi que des actualités. Donc quelques utilisations des observations marégraphiques. Donc on a pu voir à travers les présentations d'aujourd'hui, d'hier, que on parle pour la validation des modèles. On utilise des données marégraphiques, on utilise des données. C'est quelque chose qui semble trivial, mais c'est vrai que c'est un gros boulot pour pouvoir vous fournir et mettre à disposition toutes ces données. Et donc là, on a un panel un petit peu de toutes les applications qu'on peut voir, et dont certaines présentations qui vont suivre présenteront certaines de ces applications. Quand on s'intéresse au niveau de la mer, on va regarder évidemment la marée et la surcote météo, donc c'est REFMAR, et l'autre grandeur caractéristique et complémentaire, c'est les vagues. Alors j'ai pas fait de diapo sur les usages, mais c'est un peu ceux similaires à ceux qu'a montré la diapo précédente de Nicolas, mais j'ai voulu faire une diapo qui montre un petit peu tous les types de données d'état de mer, parce qu'il y en a énormément, et beaucoup d'acteurs, et on est un petit peu perdu. Donc il y a deux grandes classes de données. Il y a les observations et les modélisations. Donc les observations sont primordiales pour la modélisation, parce que sans calage, sans validation, elles ne valent rien. Et dans les observations, on va trouver l'observatoire Candice, dont je vais vous parler, qui est vraiment c'est des bouées ancrées, donc c'est vraiment la donnée de référence. On va retrouver un autre type d'observation, qui est les données satellites, qui est très intéressant parce qu'on a une très large couverture spatiale, mais bon, on a moins de la résolution et disons qu'on suit les traces satellites avec des taux de revisite qui sont de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on peut rater des événements de tempête, mais c'est aussi pour les modèles, c'est très important. Et après, on va retrouver toutes les bases de données issues de la modélisation, que ce soit en prévision ou en simulation rétrospective avec tous les différents acteurs. Simulation rétrospective, c'est pour toutes les climatologies moyennes et les extrêmes. Donc dans la présentation, j'ai mis des liens qui permettraient de récupérer les données en fonction des zones géographiques d'intérêt. Après, l'Observatoire Candice, c'est une quarantaine de stations de mesure. Donc, c'est un réseau avec plus d'une vingtaine de partenariats. Réseau qui est métropole et outre-mer, beaucoup d'acteurs, dont ce qu'on voit ici. J'ai mis quelques images aussi d'illustration pour voir un petit peu le matériel. Donc, le CEREMA, là-dedans, au niveau juste du réseau, parce que l'Observatoire, c'est le réseau et le système d'information. Au niveau du réseau, le CEREMA est propriétaire... Une bouée de mesure, si je trouve Bon, la bouée de mesure, c'est la bouée jaune tout en haut en photo. Et on voit à droite, enfin à votre gauche du coup, les mouillages caractéristiques. Donc c'est des mouillages bien spécifiques avec un élastomère et des subflotteurs pour bien ne pas entraver la bouée, et les différents problèmes auxquels on peut être confronté. Donc la tête de mort, c'est parce qu'on se fait voler du matériel. Ici, on voit le biofouling avec les bouées qui s'enfoncent, ou encore tout en bas, c'est bien une bouée ancrée qui est au niveau de Bréa et qui, avec le trafic maritime, merci, avec le trafic maritime, donc, qui a été ancrée ici, puis un mois plus, donc elle est partie à la dérive, et un mois après, on l'a retrouvée en Angleterre. Donc on perd beaucoup de matériel, enfin on les récupère heureusement, mais il y a beaucoup, le gros problème pour nos bouées, c'est vraiment le trafic et le fait que la ligne de mouillage soit emportée. Après, le système d'information, donc on a une centralisation, une concentration des données qui est effectuée par le CEREMA, avec le calcul, contrôle, validation des données et archivage. Tout ça, c'est mis en ligne, en téléchargement ou en consultation sur le site internet Candice, avec une analyse qui est faite tous les ans des climatologies moyennes des vagues, avec plus de 500 pages d'analyse disponibles sur le site du CEREMA dont j'ai mis le lien. Donc voilà, on a souhaité faire un petit focus
Alors pas sous la dernière tempête, désolé, celle de fin octobre, début novembre, la tempête Ciarán, où sur les observations REFMAR qu'on peut trouver sur data.chambre.fr, donc vous avez la courbe en marron qui est la courbe de prédiction de marée, et puis les observations donc, qui sont en bleu, et vous avez un autre graphique qui est proposé sur les différentes pages des stations marégraphiques avec en point continu la surcote modélisée, donc issu des modèles réalisés par le CHO, mais qui sont utilisés par Météo France dans le cadre de la vigilance vague submersion. Et puis ici, vous retrouvez donc les surcotes calculées, donc qui sont la différence entre l'observation et la prédiction de marée. Et on voit que pour la tempête Ciarán à Port-Hudi, donc l'île de Groix, on n'est pas très loin. C'est pas très loin d'ici, c'est juste en face. Eh bien, on a eu une surcote mesurée supérieure à 1 mètre. Ça veut dire que la différence entre l'observation et la prédiction était supérieure de 1 mètre. Alors, fort heureusement, comme vous pouvez le constater, le maximum s'est passé au moment de la basse mer. Mais il y a des événements dans les années passées qui ont pu être un petit peu plus dramatiques, comme la tempête Xynthia en 2010. On avait donc le maximum de la tempête qui a eu lieu au moment d'une pleine mer supérieure à 100 et qui a causé les drames que l'on connaît. Et donc là, voilà quelques indications météorologiques avec des vents supérieurs à 155 km/h et puis quelques relevés de pression atmosphérique, sachant que la pression atmosphérique joue sur la surface de l'eau naturellement. Et puis vous avez sur le nouveau site REFMAR donc des pages tempêtes qui sont générées quasi automatiquement. Donc ce sont des premiers résultats à chaud qui sont réalisés. Donc là, comme l'équipe est présente ici, et puis comme la tempête n'est pas complètement terminée, je pense que demain ou après-demain, on mettra à jour, on fera une nouvelle page avec la tempête qui a eu lieu hier, avec des éléments sur les niveaux de hauteur d'eau atteints, sur les niveaux max observés. S'il y a eu des dépassements, des différences par rapport aux plus hautes marées astronomiques, c'est le PHMA, c'est le niveau maximum de hauteur d'eau atteinte à coefficient 120. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça sera des indications, donc c'est des données brutes qui n'ont pas encore fait l'objet d'expertise, mais ça donnera des premiers éléments pour après des expertises un peu plus poussées. Donc Ciarán a marqué les esprits parce que les vents étaient très violents. Les vagues sont générées par le vent, donc ça s'est répercuté sur les observations des vagues. Donc là, vous voyez un relevé des bouées Candice avec les différentes hauteurs. Donc la hauteur significative qui est grosso modo qui est une sorte d'auteur moyenne, donc hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vague. Donc c'est notre sensibilité à la hauteur de vague, mais on a aussi la vague maximale qui est juste à côté, juste en dessous. Alors, évidemment, les hauteurs de vagues les plus importantes, on les retrouve à la pointe bretonne. C'est là où les vagues, finalement, n'ont pas le temps trop de dissiper un petit peu moins l'énergie, avec une hauteur de vague maximale qui a dépassé les 21 mètres. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être, mais des creux de plus de 20 mètres, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et ça peut être d'autant plus impressionnant qu'évidemment, on a perdu la réception parce qu'on est en portée radio. Donc, avec ce type de creux, on a des coupures dans les observations. Donc, on ne sait même pas si on a pu dépasser cette hauteur-là. Là, à cette station de mesure, donc Pierre Noir, qui est là, ici, Pointe-Bretonne, le record absolu qu'on est sur l'observatoire, c'est 23,6. Et on saura dans un mois, quand on va récupérer les données qui sont à l'intérieur de la bouée, qui sont enregistrées, du coup, si dans ce trou-là, on a dépassé cette hauteur-là. Donc ça a frappé tout le littoral atlantique. Mais ce qui est intéressant, c'est de replacer un petit peu dans son contexte, parce que cet hiver, on a eu une succession de tempêtes, vraiment très importantes. Donc on retrouve à gauche... on a ici les observations REFMAR. Donc ça, c'est le marégraphe de Saint-Nazaire avec un houlographe qui est opéré par Centrale Nantes, qui est juste devant, qui est l'holographe du plateau du Four. Et on a la superposition des observations de vagues. Donc on a le H1 tiers, et puis la hauteur en rouge et la hauteur maximale en vert. Ici, en bas, sur les marégraphes, on voit les prévisions de marée, qui est le trait continu rouge, et puis les observations, qui sont les points. Là, pareil, à droite, on va retrouver le marégraphe à l'entrée de l'estuaire de la Gironde de Port-Bloc avec un houlographe qui est situé un petit peu devant, au large de Cap-Ferré. Ce qu'on voit, c'est on voit vraiment Ciarán
qui a fourni au niveau de donc Saint-Nazaire, on voit les hauteurs de vagues les plus importantes. Par contre, si on va un petit peu plus sud, c'est vrai que ce n'était pas la tempête forcément la plus dimensionnante au niveau vague, puisqu'on voit que Domingos a atteint des hauteurs de vagues aussi assez importantes. Donc Ciarán, ici, on est sur de l'ordre du décennal, donc c'est assez important. Domingos, ici, on est de l'ordre de période de retour 5 ans, donc c'était un petit peu moins fort en termes de vagues. Mais si, parce que le Chaume et le CEREMA instruisent les demandes de reconnaissance des catastrophes naturelles quand les communes ont eu des dégâts à la côte. Ils vont voir s'ils demandent à ce qu'on caractérise les périodes de retour des événements pour voir s'ils peuvent se faire indemniser. Du coup, on est en première ligne pour voir un petit peu quels sont les dégâts qui ont été faits durant tout cet hiver. Et on s'aperçoit que ce qui a été vraiment dimensionnant ou impactant en termes de submersion marine, c'est pas tellement Ciarán. Ciarán, on a eu 5-6 demandes de reconnaissance de catastrophes naturelles, mais c'est beaucoup plus Céline qui était juste avant. Donc Céline, c'est ce qu'on voit là. Et en fait, il ne faut pas oublier que la submersion marine, c'est vraiment lié à une conjonction de niveau d'eau et de fortes vagues. Et que Ciarán, qui est intervenu pas forcément sur des gros coefs, a été beaucoup moins impactant qu'une tempête avec des moindres vagues, mais des niveaux plus importants, mais qui a eu des dégâts considérables. Donc on est à plus d'une vingtaine de demandes de reconnaissance catastrophe naturelle pour Céline. Merci.